retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 9 décembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, il est temps de retrouver sur notre plateau Christophe Barraud. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Christophe, vous êtes chef économiste chez Market Securities. Et on va voir avec vous aujourd'hui les chiffres de la balance commerciale chinoise qui sont tombés en milieu de semaine et qui sont, il ne faut pas avoir peur des mots, catastrophiques. Ce sont les pires chiffres depuis début 2020, donc depuis la crise Covid. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer et est-ce que l'assouplissement des contraintes sanitaires actuellement en cours, décidé le même jour, mercredi dernier, pourra avoir un impact sur la croissance chinoise ? L'idée, c'est qu'on a déjà vu pas mal d'indicateurs qui montrent que la croissance des échanges commerciaux ralentit au niveau mondial et pourrait même se contracter dès le mois d'octobre. Donc on l'a vu à travers pas mal d'indices de fret de conteneurs. On a vu exactement la même chose sur le mois de novembre sur la Corée du Sud, donc à savoir des exportations qui baissent, des importations qui baissent. Donc ça n'a pas vraiment été une surprise de le voir sur la Chine, d'autant que en termes d'importation, c'est à peu près logique, puisque l'activité a ralenti au mois d'octobre et au mois de novembre suite aux dernières mesures de restriction. Après, ce qui était un peu plus intéressant, c'est sur les exportations, quasiment baissées de 10%, et qui reflètent une faiblesse majeure de l'environnement mondial. Donc ça corrobore ce ralentissement, et ça montre aussi que la Chine ne peut plus s'appuyer sur la demande externe pour faire redémarrer son activité. Donc ça coïncide, alors ça peut être une coïncidence, mais je ne pense pas, au moment où les autorités décident d'assouplir un petit peu plus les mesures de Covid. Elles essayent aussi d'assouplir un petit peu ce qui se passe sur l'immobilier, donc de manière à ce que la croissance domestique reparte et ne plus simplement s'appuyer sur la demande extérieure comme ils l'ont fait ces 18 derniers mois. Très clair. Et est-ce qu'on peut anticiper, donc ça veut dire que pour 2023, on va assister au redressement de l'économie chinoise, vous pensez, ou c'est trop tôt en fait ? Leur potentiel de croissance est beaucoup plus élevé que dans les pays développés, donc il est de l'ordre de 5%, plus ou moins 0,5 points à la hausse ou à la baisse. L'idée, c'est qu'on a une croissance 2022 qui sera beaucoup plus proche des 3%. Ils ont anticipé 5,5 je crois de mémoire, les autorités. Alors ils ont été assez présomptueux en début d'année. L'idée, c'est que si on revient petit à petit vers la normale avec des assouplissements, que ce soit sur tout ce qui va être restrictions liées au Covid, que ce soit sur le marché immobilier, et qu'on rajoute aussi une politique monétaire un peu plus accommodante en 2023, on pourrait reconverger vers ce potentiel de long terme qui est de l'ordre de 5% et qui serait à peu près l'objectif de croissance pour 2023. Alors, vous dites justement d'assouplissement un petit peu d'assouplissement monétaire. On l'a vu par effet d'expérience quand une économie mondiale majeure réouvre après une période de fermeture importante, ça forme des goulots d'étranglement puisque la demande explose littéralement et inévitablement les prix montent. On le voit là, le renminbi perd de la valeur face aux principales devises. Est-ce qu'en Chine, on voit aussi également que la banque centrale chinoise a abaissé le ratio de ses réserves. Est-ce qu'il y a un risque inflationniste en Chine ? Même si les chiffres sont tombés ce matin, c'est pas très élevé, mais est-ce que ça peut... Alors, le risque inflationniste à court terme, on ne pense pas parce que la réouverture de la Chine et donc le redémarrage de sa croissance va intervenir dans un monde où la croissance dans les pays développés, dans la plupart, est censée se contracter. Et elle est aussi censée ralentir dans la plupart des pays émergents. Donc on n'a pas un redémarrage synchronisé de toutes les économies. Donc déjà, même s'il y a plus de demandes en Chine, il y en a potentiellement moins ailleurs. Et puis après, la bonne nouvelle, c'est que on est dans une situation où l'offre, tout ce qui était rupture de chaîne d'approvisionnement, on est sur une amélioration significative maintenant depuis 6 à 8 mois. Donc déjà, le contexte de réouverture de la Chine n'est pas le même que pour les pays développés. Ensuite, il faut regarder la dynamique de l'inflation chinoise. Aujourd'hui, on est sur une inflation qui est très contenue, donc inférieure à 2%, mais surtout l'inflation cœur. Donc elle se situe sous 1% depuis 8 mois consécutifs. Donc on part de très loin. Donc avoir une accélération de l'inflation en Chine en 2023, sûrement. Après, parler de surchauffe aujourd'hui, ça me paraît un petit peu un risque extrême. Ok, très clair. Écoutez, tant mieux à la limite. On va rester sur ce sujet de l'inflation. On va changer de zone économique. On va partir vers les États-Unis. La hausse des taux directeurs aux États-Unis a provoqué une fuite des capitaux, et notamment de la zone Asie vers la zone américaine. Est-ce que ça va continuer selon vous, Christophe ? Alors,
Ça risque de continuer à très court terme si la Fed relève ses taux, ce qui est un petit peu anticipé. Maintenant, on sent qu'on est un petit peu sur la limite de l'exercice. Et si on regarde aujourd'hui les réserves de change en Asie, elles se sont significativement améliorées maintenant depuis 4 à 6 semaines. Donc on commence à avoir une normalisation sur ce front-là. On a aussi le schéma de la politique américaine, son rythme de relèvement de taux et le taux terminal sont plus ou moins bien anticipés par les marchés. Et on a quelques doutes sur le fait que ça puisse aller au-delà des anticipations du marché, parce que justement, on a beaucoup de signaux sur l'inflation qui montrent que celle-ci va se normaliser assez rapidement et potentiellement plus vite que les opérateurs ne l'anticipent. Alors, vous dites que vous avez des signaux qui permettent d'expliquer, de justifier que l'inflation va ralentir. Quels sont ces signaux? Je crois que vous avez retweeté une information de Reuters hier, extrêmement intéressante sur les prix des produits en ligne. Alors il y a tout un tas d'indicateurs qui laissent penser qu'on aura une normalisation plus rapide. Donc, sur les derniers qu'on a pu voir, vous aviez donc effectivement le prix des biens en ligne qui ont chuté par rapport à l'année dernière, donc quasiment 2%. Si on regarde la donnée en mensuel, c'est une baisse de 3%. Donc sur les biens en ligne, on a une baisse. Sur toute la partie véhicules existants, on a des indicateurs qui montrent que les prix continuent à baisser. Et si on se projette même sur les mois à venir avec des indicateurs avancés, pour la donnée du CPI, on pourrait même anticiper une baisse avant la fin de l'année en rythme annuel. Vous avez aussi beaucoup de signaux de normalisation sur le prix des loyers. Si on regarde en fait les market trends qui ont un pouvoir de prédiction de 6 à 12 mois, on est déjà sur des baisses en rythme mensuel, une grosse normalisation en rythme annuel, donc qui devrait se voir dans l'indice du CPI plutôt à partir du deuxième trimestre de l'année prochaine. Et on a aussi, sur l'alimentation, on voit bien que le prix des matières agricoles continue de se replier. Donc généralement, pareil, c'est un bon indicateur à 12 mois des prix de la dynamique des prix de l'alimentation. Donc potentiellement un retour à la normale pour la fin 2023. D'accord. La semaine prochaine, mardi prochain, on a la publication du CPI américain. Du coup, alors, en corps mensuel, il est attendu en hausse. Vous nous dites que potentiellement, finalement, il pourrait être plus bas que les anticipations des économistes? Alors, les données à très court terme, nous, le gros effet de normalisation, on le voit surtout à partir de 2023. Maintenant, sur l'inflation corps à court terme, la composante loyer, donc qui est à peu près 32% de l'indice, ça reste un indicateur retardé. Donc, il y a un vrai questionnement sur le fait, est-ce que finalement on atteint un pic en novembre, est-ce que c'est en décembre ou est-ce que c'est en janvier? C'est très compliqué à dire parce que historiquement, l'écart entre les indicateurs avancés et la donnée du CPI est relativement volatile. Donc ça peut intervenir maintenant, ça peut intervenir après, mais ça va être très intéressant justement de regarder est-ce que la composante loyer, la progression en rythme mensuel, est-ce qu'elle se normalise? Et si elle se normalise dès la semaine prochaine, ce sera un signe très encourageant sur l'inflation et les prochains chiffres à venir. Ok, et merci beaucoup Christophe pour ce secret que vous nous dévoilez. La semaine prochaine également, donc après, c'est mercredi prochain, la Fed va dévoiler le niveau de taux directeur qu'elle souhaite, le niveau de la hausse de taux directeur qu'elle souhaite appliquer à son économie. Il est attendu de 50 points de base. Les marchés attendent 50 points de base. C'est aussi également votre avis? C'est plutôt très bien télégraphié et ça reflète le dernier discours de Jérôme Powell, les minutes de la Fed et même le dernier meeting. Donc la surprise, elle ne sera pas forcément là-dessus, sur les 50 BP. Elle sera sûrement plus sur la mise à jour des prévisions de la Fed, puisque ça intervient à chaque fois en fin de trimestre. Donc croissance, inflation, taux de chômage. Et surtout sur quelle est leur vision du taux terminal. Est-ce qu'on est à 5% ou légèrement au-dessus selon leurs anticipations? Et après, mais ça je pense que c'est à peu près acquis, c'est le fait de dire que ce taux terminal va rester en place très longtemps, ce qui n'est pas le cas des anticipations de marché. Et ce serait une très grosse surprise s'il y avait une inflexion justement dans les anticipations de taux. D'accord, très clair. Et on va finir là-dessus. Alors,
on lit partout. Alors certains disent que la Fed va effectuer un pivot, d'autres disent que c'est un pré-pivot. J'ai lu que c'était très drôle, même que Habemus, un pivotum, etc. C'est quoi un pivot? C'est quoi le pivot de la Fed? C'est un ralentissement des taux? C'est la baisse des taux? C'est quoi? Alors on a, le pivot? On n'a pas tous la même définition du pivot. L'idée, ce serait de se dire le moment à partir déjà... peut-être en 2 étapes. Le moment à partir duquel la Fed va dire voilà, on a atteint notre taux d'intérêt terminal et on ne relèvera pas plus que ça. Je vous coupe 2 secondes. Là, on est à 4. Potentiellement, on va être à 4,5. 5%, c'est un taux plancher, c'est un taux plafond, selon vous? Le questionnement aujourd'hui, je pense, c'est plutôt entre 4,75 et 5. Sachant qu'on sera à 4,5 la semaine prochaine. L'idée est de savoir est-ce qu'on relève les taux encore une fois, plutôt 25 BP en janvier et en mars, ou est-ce que c'est qu'en janvier, selon les conditions? Est-ce qu'on a des signaux de récession aussi, puisque ça rentrera en ligne de compte? Donc, première étape du pivot, à partir de quand on atteint le point terminal. Et ensuite, ce qui est à mon avis le plus intéressant, c'est à partir de quand on rebaisse justement ces taux. Et c'est là le pivot. Et c'est là où sera le réel pivot, à mon sens. Pardon, je vous en prie. Et maintenant, la réalité, c'est que la Fed aujourd'hui est plutôt va maintenir un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'ils vont attendre d'avoir plusieurs chiffres qui montrent que l'inflation se normalise. Et potentiellement, ils attendent aussi une dégradation du marché de l'emploi. Et au moment où on se parle, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Ok, très clair. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous ce matin. Christophe Barraud, chef économiste chez Market Securities. On marque une rapide pause et juste après, c'est les Market Movers. À tout de suite sur Tech Finance.